Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour à tous les deux et au public. Bérangère qui est là pour la revue de presse internationale. On ouvre grand les fenêtres comme tous les dimanches matins. Quels sont les sujets qui ont fait la une cette semaine un peu partout dans le monde ? Le référendum écossais ? Oui, absolument. On a eu droit toute la semaine à une avalanche de kilts et d'Union Jack, de collines verdoyantes, la palme revenant peut-être sans doute au poulet du Daily Record, l'histoire de cet Écossais qui s'est fait servir dans un restaurant KFC un morceau de poulet frit qui avait exactement la forme de la Grande-Bretagne, amputé de l'Écosse. Mais oui, reportage fleuve, il fallait oser. Plus sérieusement, ce qui frappait jusqu'au jour du vote jeudi, c'est l'inquiétude ouvertement affichée par les journaux à l'idée de cette scission du Royaume-Uni. Même le Scotsman en Écosse, donc le matin du scrutin, estimait que, tout bien réfléchi, il valait quand même mieux rester dans le Royaume. Prenez par exemple en Algérie, la Tribune. Même en cas de victoire du non, une brèche est ouverte et finira par s'élargir dans d'autres pays, avec les Flamands en Belgique, avec les Corses en France ou les Basques en Espagne. À Madrid, justement, l'éditorial d'El País vendredi sur l'autre péril pour l'Europe, la fin du Royaume-Uni, c'est une crédibilité économique diminuée et toute la politique européenne de défense à repenser. Et puis selon le Financial Times, les autorités américaines craignaient beaucoup que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, devenant alors un allié beaucoup moins influent. Depuis hier, donc, c'est un soulagement, sans euphorie toutefois. Le Royaume reste uni, clame la Stampa à Rome, mais le titre, le New York Times, il va falloir assumer le prix des promesses faites à l'Écosse. Et puis bien sûr, surgit déjà le procès justement de cette unanimité de la presse, instruit par l'éditorialiste du Guardian, George Mondiaux, clichés racistes, propos condescendants, du Times au Spectator, en passant par le Daily Mail. On a eu droit à des Écossais enfants gâtés qui profitent des allocs à gogo, la confusion entre la cause et son leader. Le Daily Telegraph est allé jusqu'à comparer Alex Salmond, le leader indépendantiste, à Robert Mugabe, le dictateur zimbabwéen, et le Daily Mail a mis en parallèle la menace de l'indépendance à celle d'Adolf Hitler. Pour le reste, évidemment, il y a beaucoup les frappes qui ont commencé en Irak, avec le plus souvent le visage de François Hollande associé en photo, donc la France en première ligne. Et puis la une de The Economist, passionnante, consacrée au président chinois Xi, à qui tout le monde doit obéir. Ça paraît évident peut-être, mais c'est un vrai tournant dans un pays où Deng Xiaoping a toujours vanté le leadership collectif et la primauté du parti. Xi Jinping gouverne seul pour le meilleur et pour le pire, mais l'hebdomadaire anglais salue déjà son plan anticorruption le plus radical depuis des décennies. Dans l'actu française, Bérangère, que retiennent les journaux de l'incroyable semaine politique que nous venons de vivre ? Alors, écoutez, il y a pas mal d'ironie, pour être honnête, autour de la dernière séquence, le retour de Nicolas Sarkozy, la dernière en date. En Allemagne, le titre du Tageszeitung, c'est « Déjà vu » en français. Der Spiegel, qui est souvent pourtant plus critique à l'égard de François Hollande, le retour de Monsieur Bling Bling sous les feux de la rampe, qui rappelle étrangement le titre du New York Times sur 5 colonnes. Sarkozy tente de capter à nouveau les political spotlights, les feux de la rampe. Mes consoeurs racontent la lettre si émouvante sur Facebook, adressée à ses dear friends, mais sans un mot de ses ennuis judiciaires et des 18 heures de garde à vue sur le financement de sa dernière campagne. Elle rapporte d'ailleurs parmi les critiques postées sur sa page Facebook, cet internaute pour qui notre Berlusconi à nous est de retour. Quant à ses chances, à Nicolas Sarkozy, pour le New York Times, aucun doute, il sera président de l'UMP. La suite, en revanche, 2017, pour The Economist, c'est clairement pas gagné. François Hollande a été élu en 2012, précisément parce que les Français ne voulaient plus de Sarkozy. Et selon l'hebdomadaire, le grand gagnant de cette opposition revigorée à droite, ce pourrait bien être Manuel Valls, présenté comme étant de plus en plus rival de son propre patron. D'ailleurs, le vote de confiance au Parlement en début de semaine n'a pas rapporté grand-chose au président. Je cite ce que retenait le Wall Street Journal, puisqu'il reste à 20 sièges d'une majorité absolue. Et puis si je peux, Maxime et Léna, oui. Le vrai sujet qui traumatise la presse américaine dans l'actu française, c'est en première page du New York Times ce week-end, juste en dessous de l'Écosse, c'est le pont des Arts à Paris, où les amoureux ne vont plus pouvoir accrocher leur cadenas. Mais oui, je vous donne le titre en une. Si, mais oui, c'est fini, sur toute la largeur de la page, c'est la une. La ville de l'amour bride son rituel romantique. C'est à la une. Bérangère, l'histoire de la semaine nous vient du sud de la Chine. Oui, voilà que la Chine invente le trottoir réservé aux piétons avec smartphone. J'adore. Oui, ceux qui marchent dans la rue, vous savez, en envoyant des SMS ou en faisant une partie de Candy Crush, le nez collé à leur écran, c'est pas vous, Elena. Non. C'est vrai que ça devient dangereux et les autorités chinoises seraient inquiètes des risques de collision avec un enfant ou une personne âgée. En tout cas, c'est comme ça que ça a buzzé. L'info a
pas mal circulé sur Twitter et sur Facebook. Et c'est un peu terrifiant, faut le dire. Sauf que c'est de l'humour. En réalité, si vous lisez le South China Morning Post, vous comprenez qu'ils ont voulu traiter le problème par l'ironie. C'est une ville, Chongqing, sur un petit tronçon d'une 50aine de mètres. Et dans une file, ils ont peint un grand téléphone en blanc avec des flèches et écrit « À vos risques et périls ». Et dans l'autre file, un autre grand téléphone barré, celui-là donc interdit. Pas sûr que ça marche parce qu'à Washington, où ils ont tenté la même chose, ça a fait un buzz énorme. Tout le monde venait se prendre en photo, mais les principaux intéressés, ceux qui avaient le nez collé sur le téléphone, ne remarquaient même pas le marquage au sol. Preuve que le problème, quand même, est pris très au sérieux. Dans le métro de Hong Kong, pour éviter les collisions, vous avez maintenant des affichettes qui demandent aux voyageurs de lever les yeux de leur téléphone. Et les autorités, tenez-vous bien, ont carrément demandé à la RATP locale de réévaluer l'espace vital nécessaire. Donc maintenant, tout doit être calculé sur une base de 4 passagers maximum au mètre carré, au lieu de 6. En même temps, si ça évite d'éborgner le voisin avec sa tablette ou son ordinateur portable. Oui, c'est pas plus mal. C'est Voilà, pas plus mal. La revue de presse internationale en direct tous les dimanches sur Europe 1. Merci Bérangère Bonte.